Nous trouvons deux décisions d'octobre 2019 dans la dernière livraison, la première de l'année de la JLMB, deux décisions de deux juridictions tout à fait différentes, le tribunal disciplinaire francophone concernant la discipline des magistrats, le tribunal belge, et la Cour européenne des droits de l'homme. Les deux décisions traitent du même sujet qui nous intéresse au plus haut point, la liberté d'expression des acteurs de la justice. Parmi ces décisions, nous avons un jugement du tribunal disciplinaire francophone concernant les poursuites contre un magistrat. Quels sont les faits qui ont motivé ces poursuites? Alors mon collègue s'est fendu d'une carte blanche intitulée Et juge et soumis, dans laquelle il s'engage, à juste titre, contre la suppression du juge d'instruction et l'extension des pouvoirs du parquet dans le domaine de l'enquête et des poursuites. Alors sa position est totalement légitime, n'était qu'il emploie des termes considéré comme scandaleux. Il explique que le parquet, selon lui, ne peut pas garantir le respect des règles du procès équitable car il relève d'une administration au petit pied. Et par ailleurs, indique-t-il, le doute ne fait pas partie de l'ADN de ses collègues. C'est totalement inédit. Ces termes-là n'ont jamais été utilisés par un magistrat à l'encontre de sa propre structure professionnelle. Et comme on pouvait s'y attendre, les termes ont choqué et il a fait l'objet d'un blâme, qui est une sanction disciplinaire mineure, contre laquelle il a formé appel. Et le tribunal disciplinaire de la mettre à néant sur une base totalement inédite en Belgique, mais qui applique en réalité avec une grande fidélité les principes définis par la Cour européenne des droits de l'homme et un guide des valeurs et qualités des magistrats applicables en Belgique. Mais alors, quelle est la critique que vous formulez, ma chère Manuela, contre cette décision du tribunal disciplinaire francophone? Mais au-delà du progressisme remarquable et attendu par la base des magistrats, le tribunal, en réalité, a posé deux questions dont une des deux n'est pas rencontrée. Le tribunal se demande si le magistrat avait le droit de s'exprimer. Il répond oui, il applique tous les principes dans leur rigueur et leur fermeté. Il pose la question de savoir si le magistrat pouvait s'exprimer en ces termes-là, comme ils les ont choqués, et le tribunal évince la question, on ne comprend pas pourquoi, on cherche à quel moment il va répondre à cette question qu'il a lui-même posée et qu'en réalité tout le monde se posait et que lui posait quelque part l'autorité disciplinaire et il n'y répond pas et donc c'est évidemment dommageable puisque je considère qu'un dialogue en réalité informel mais nécessaire doit s'instaurer entre l'autorité disciplinaire et le tribunal qui arbitre les décisions qui sont prises dans cette matière extrêmement délicate. Et ici, le dialogue est rompu et l'occasion est manquée et c'est évident. On reste sur sa fin, voilà l'objet en quelque sorte de mon commentaire. Et s'agissant de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, mon cher Jacques, qu'était-il reproché à ces deux avocats? Alors, il était reproché au premier avocat d'avoir introduit une plainte devant le Conseil supérieur de la magistrature au Portugal, l'autorité disciplinaire, contre un magistrat en cours de procédure parce qu'il avait eu un sentiment de grande intimité entre la magistrate et l'avocat de la partie adverse. Et il s'en était donc plaint auprès du Conseil supérieur de la magistrature qui a classé cette plainte sans suite. Dans l'autre affaire, les deux affaires sont jointes dans le même arrêt, dans l'autre affaire, on reproche à l'avocat d'avoir déposé une plainte pénale contre un juge au nom de ses clients, juge qui avait précédemment condamné les clients de l'avocat dans le cadre d'une procédure correctionnelle, mais par un jugement émaillé de considérations racistes à l'égard de ses clients qui étaient en réalité des tziganes, auxquels le tribunal reprochait notamment le manque d'hygiène, la paresse, la fourberie, etc. L'un et l'autre sont condamnés au Portugal. Le premier au pénal à une amende et à des dommages et intérêts, 5 000 €. L'autre au civil à 10 000 € à payer à la magistrate qui, ce n'est pas rien, en réclamait 500 000. C'est contre ces deux décisions qu'ils introduisent une requête à Strasbourg, considérant qu'il y a une ingérence non fondée dans leur liberté d'expression. Et que va dire la Cour? Alors, la Cour va, dans la première affaire, celle de l'avocat qui a déposé plainte pour ses clients, dire qu'il n'y a aucun reproche ne peut lui être fait, il est dans son rôle, il intervient pour le compte de ses clients, et la Cour observe que la base factuelle n'est pas tout à fait absente, puisque le jugement précédemment rendu avait suscité énormément de remous au Portugal, en raison précisément de ces considérations racistes
Il avait d'ailleurs été réformé en appel sur ce point-là. Et donc la Cour va dire que l'ingérence était totalement injustifiée. Dans l'autre affaire, c'est assez intéressant parce que la Cour ne va pas chercher s'il y a ou non une base factuelle quant à cette fameuse grande intimité. L'avocat ne parvient pas à établir la grande intimité. Elle va dire tout simplement que c'est une critique que les magistrats doivent supporter, sans immédiatement verser dans le dépôt d'une plainte ou d'une action en justice en diffamation, etc. On est dans l'ordre de la critique supportable et qu'il y a dès lors pas lieu d'empêcher les avocats de s'exprimer sur ce point et de cette façon-là. Chère Manuela, que pouvons-nous conclure de tout cela? Qu'il faut débattre. Que quels que soient les termes employés, quel que soit le fond de l'opinion qui s'engage, il suffit de débattre. Et qu'en matière disciplinaire, la sanction est toujours un aveu d'échec du débat, de l'institution, un échec en réalité d'un collectif qui ne se pense qu'en termes de verticalité. Par ailleurs, à partir du moment où les magistrats reçoivent cette liberté de s'exprimer comme le tribunal disciplinaire l'accorde à ce magistrat, il faut évidemment qu'ils admettent, comme le rappelle la Cour européenne, d'être eux-mêmes l'objet de critiques raisonnables de la part des avocats dans l'exercice de leurs fonctions. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, vous lirez nos notes respectives et les décisions dans la première livraison de l'AGB de cette année 2020. Vous y trouverez également, c'est une première à ma connaissance, une décision du Conseil de déontologie journalistique, le CDJ, où vous verrez que, là non pas comme annotateur, mais comme auteur de la décision, je co-signe avec 3 de mes collègues une opinion dissidente.